Première partie, chapitre 13, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ethan Rampton. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 13. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupes et élévations du Nautilus. Puis il commença ses descriptions en ces termes. Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre, de tête en tête, est exactement de 70 mètres, et son bau, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième, comme vos steamers de grande marche, mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée, pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés, 45 centièmes, son volume 1500 mètres cubes et 2 dixièmes, ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux. Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau il plongeât des 9 dixièmes et qu'il émergeât d'un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume, soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes, c'est-à-dire ne peser que ce même nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant suivant les dimensions susdites. Le Nautilus se compose de deux coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunies entre elles par des fers entés qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder. Il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé, et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier, dont la densité par rapport à l'eau est de 7-8 dixièmes. La première n'a pas moins de 5 centimètres d'épaisseur et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes. La seconde enveloppe, la quille, haute de 50 centimètres et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux, la machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs, ont un poids de 961 tonneaux 62 centièmes qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu? C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un dixième. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau déplaçant alors 1507 tonneaux, ou les pesant, sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets, ils se remplissent et le bateau s'enfonçant vient affleurer la surface de l'eau. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan, je le comprends. Mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kilogramme par centimètre carré? Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan,
car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement du poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. C'est évident, répondis-je. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est du moins très peu compressible. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 millionièmes par atmosphère, ou par chaque 30 pieds de profondeur. S'agit-il d'aller à 1000 mètres, je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres, c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 millièmes. Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. L'augmentation ne sera conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes. Seulement, monsieur Aronnax, et le calcul est facile à vérifier. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le Nautilus émerge du dixième de sa capacité totale. À ces raisonnements appuyés sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. J'admets vos calculs, capitaine, répondis-je, et j'aurais mauvaise grâce à les contester, puisque l'expérience la donne raison chaque jour. Mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle. Laquelle, monsieur? Lorsque vous êtes par 1000 mètres de profondeur, les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc à ce moment vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères, qui est de 100 kg par centimètre carré. De là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner, se hâta de dire le capitaine Nemo. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse, et vous avez dû le voir, quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres, et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan, à 2 ou 3 lieues au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. Lesquelles, capitaine? Demandai-je. Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur bâbord, pour évoluer en un mot suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambot, et qu'une roue et des palans font agir. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical au moyen de 2 plans inclinés, attachés à ses flancs sur son centre de flottaison, plans mobiles, aptes à prendre toutes les positions, et qui se manœuvrent de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau, celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés, le Nautilus, suivant la disposition de cette inclinaison, et sous la poussée de son hélice, ou s'enfonce suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remonte suivant cette diagonale. Et même si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice, et la pression des eaux fait remonter verticalement le Nautilus comme un ballon qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. « Bravo, capitaine !» m'écriai-je. « Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ?» Le timonier est placé dans une cage vitrée, qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus, et que garnissent des verres lenticulaires. Des verres capables de résister à de telles pressions? Parfaitement. Le cristal fragile au choc offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864, au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères.
tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les verres dont je me sers n'ont pas moins de 21 centimètres à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admis, capitaine Nemo, mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment, au milieu de l'obscurité des eaux, en arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique, dont les rayons illuminent la mer à un demi-mille de distance. Ah, bravo! 3 fois bravo, capitaine, je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu narval, qui a tant intrigué les savants. À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu un si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux, quand le choc s'est produit. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. Aucun, monsieur, mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln, monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine, mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de me nuire. Elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction, c'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo, et je l'aime comme la chair de ma chair. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme, comme l'a si bien dit le Hollandais Janssen, au-dessous et à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer. Pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue. Pas de voile que le vent emporte. Pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter, puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre à redouter, puisqu'il est seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, voilà le navire par excellence. Et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur, et le constructeur plus que le capitaine lui-même, comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus, puisque j'en suis tout à la fois le capitaine, le constructeur et l'ingénieur. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste, le transfiguraient. Oui, il aimait son navire comme un père aime son enfant. Mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement, et je ne pus me retenir de la lui faire. Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo? Oui, monsieur le professeur, me répondit-il, j'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe, et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot, son arbre d'hélice chez Penn et compagnie de Londres, les plaques de tôle de sa coque chez Leard de Liverpool, son hélice chez Scott de Glasgow. Ses réservoirs ont été fabriqués par Caille et compagnie de Paris, sa machine par Krupp en Prusse, son éperon dans les ateliers de Motala en Suède, ses instruments de précision chez Hart Frères de New York, etc. Et chacun de ces fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais, repris-je, ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert, en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors, il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 1687 000 francs, soit 2 millions, y compris son aménagement,
soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qui renferment. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur, et je pourrais, sans me gêner, payer les 10 milliards de dettes de la France. Je regardai fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre. Fin du chapitre 13 de la première partie. Première partie, chapitre 14 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Mas2. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 14, le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 milliards 250 millions de milles cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues dont le poids serait de 3 quintillions de tonneaux. Et, pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité, c'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel, puis, peu à peu, dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents, et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des océans permet de diviser les eaux en 5 grandes parties. L'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique, les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs, l'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquai donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient 2 cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une brise légère de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations.
Nous n'avions rien en vue. Pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln, l'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil, qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vînt affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. » J'ai jeté un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire, puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. »« De quel méridien ?» demandai-je vivement, en espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington. Mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai, et le commandant reprit. 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. Dieu nous garde, répondis-je. Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil, un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science, comme l'américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière, je demeurai plongé dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis, mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. La science a déterminé, sur le globe, la direction de 5 courants principaux. Un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un 6e courant existait autrefois dans l'océan Indien Nord, lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au grand lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuro-Sivo des Japonais, le fleuve Noir, qui, sorti du golfe du Bengale, où le chauffent les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui, quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes 2 braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous? Où sommes-nous » s'écria le Canadien. « Au musée de Québec ?»
S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrer, vous n'êtes ni au Canada, ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme, répliqua Conseil. Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce des Cyprea madagascariensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, 1000 questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. Rien vu, rien entendu, répondit le Canadien. Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que par hasard il serait électrique lui aussi? Électrique. Par ma foi, on serait tenté de le croire. Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée. Vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord? 10, 20, 50, 100? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. Voir, s'écria le harponneur, mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. C'est la fin de la fin, dit Ned Land. Ordre des hydroméduses, murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers 2 ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. 2 plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis, d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'1 mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté, et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais, dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, c'était de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Arenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles, et j'en pouvais juger ici par les 1000 jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure, et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant,
les lignes d'eau, divisées par son éperon, filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction, quand Conseil dit. Vous vouliez voir, ami Ned. Eh bien, vous voyez. Curieux, curieux, faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible. Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. Ah, m'écriai-je, je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons, fit observer le Canadien, je ne vois pas de poissons. Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas. Moi, un pêcheur, s'écria Ned Land. Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon très différente. Tout le monde sait que les poissons forment la 4e et dernière classe de l'embranchement des vertébrés. On les a très justement définis, des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Ils composent 2 séries distinctes. La série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage. Et maintenant, lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi, lui dit-il, « Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux, mais je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. »« Si, » répondit sérieusement le harponneur, « on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. »« Voilà une distinction de gourmand, » répondit Conseil. « Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. »« Peut-être bien, Conseil. »« Et la subdivision de ces 2 grandes classes. »« Je ne m'en doute pas, » répondit le Canadien. « Eh bien, ami Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en 6 ordres. Primo, les acanthoptérygiens, dont la mâchoire supérieure est complète, mobile, et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend 15 familles, c'est-à-dire les 3/4 des poissons connus, type la perche commune. « Assez bonne à manger, » répondit Ned Land. « Secondo, » reprit Conseil, « les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachés aux os de l'épaule. Ordre qui se divise en 5 familles, et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce, type la carpe, le brochet. »« Pouf !» fit le Canadien avec un certain mépris. « Des poissons d'eau douce. »« Tertio, » dit Conseil, « les subrachiens, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient 4 familles, type pli, limande, turbo, barbu, sol, etc. « Excellent, excellent !» s'écria le harponneur, qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible. « Quarto, » reprit Conseil, sans se démonter, « les apodes, au corps allongé, dépourvus de nageoires ventrales et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante. Ordre qui ne comprend qu'une famille, type l'anguille, le gymnote. »« Médiocre, médiocre, » répondit Ned Land. « Quinto, » dit Conseil, « les louphobranches, qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes, disposées par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille, type les hippocampes, les pégases dragons. »« Mauvais, mauvais, » répliqua le harponneur. « Sexto, enfin, » dit Conseil, « les plectoniates, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire, et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile, ordre qui manque de vrai ventral et qui se compose de 2 familles, type les tétrodons, les poissons-lunes. »« Bon à déshonorer une chaudière, » s'écria le Canadien. « Avez-vous compris, ami Ned ?
demanda le savant Conseil. Pas le moins du monde, ami Conseil, répondit le harponneur. Mais allez toujours, car vous êtes très intéressant. Quant aux poissons cartilagineux, reprit imperturbablement Conseil, ils ne comprennent que 3 ordres. Tant mieux, fit Ned. Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux, ordre ne comprenant qu'une seule famille, type la lamproie. Faut l'aimer, répondit Ned Land. Secondo, les sélaciens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes, mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend 2 familles, type la raie et les squales. Quoi? S'écria Ned. Des raies et des requins dans le même ordre? Eh bien, ami Conseil, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. Tertio, répondit Conseil, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule, ordre qui comprend 4 genres, type l'esturgeon. Ah, ami Conseil, vous allez garder le meilleur pour la fin, à mon avis, du moins. Et c'est tout? Oui, mon brave Ned, répondit Conseil. Et remarquez que quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous-genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, dit le harponneur, se penchant sur la vitre du panneau, voici des variétés qui passent. Oui, des poissons, s'écria Conseil. On se croirait devant un aquarium. Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, disait Ned Land. Moi, répondit Conseil, je n'en suis pas capable, cela regarde mon maître. En effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point un naturaliste, et je ne sais pas s'il aurait distingué un thon d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit. Et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectoniates, murmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes, à corps comprimé, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouaient autour du Nautilus, et agitaient les 4 rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue. Rien de plus admirable que leur enveloppe, grise par-dessus, blanche par-dessous, dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames. Entre eux, ondulaient des raies, comme une nappe abandonnée au vent, et parmi elles, j'aperçus à ma grande joie cette raie chinoise, jaunâtre à sa partie supérieure, rose tendre sous le ventre, et munie de 3 aiguillons en arrière de son œil, espèce rare, et même douteuse au temps de la Cépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Au milieu de leur jeu, de leur bond, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse, je distinguai le labre vert, le mule barberin, marqué d'une double raie noire, le goby éléotre, à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ces mers, au corps bleu et à tête argentée, de brillants azurors, dont le nom seul emporte toute description, des spares rayés, aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spares facés, relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spares zonéphores, élégamment corsetés dans leurs 6 ceintures, des holostones, véritables bouches en flûte, ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'1 mètre, des salamandres du Japon, des murènes échidnées, longs serpents de 6 pieds, aux yeux vifs et petits, et à la vaste bouche hérissée de dents, etc. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait, moi je m'extasiais devant la vivacité de leur allure et la beauté de leur forme. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel.
Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis, toute cette collection des mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent, l'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps, je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est. Le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères, correspondant à une profondeur de 50 mètres. Et le loch électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnai ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue, faite des carrés les plus délicats, d'un surmulet à chair blanche, un peu feuilleté, dont le foie préparé à part fit un manger délicieux, et de filets de cette viande de l'Holocante empereur, dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis, le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zoster, et je m'endormis profondément, pendant que le Nautilus glissait à travers le rapide courant du fleuve noir. Première partie, chapitre 15, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard, 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 15, une invitation par lettre. Le lendemain, 9 novembre, je ne me réveillai qu'après un long sommeil de 12 heures. Conseil vint, suivant son habitude, savoir comment monsieur avait passé la nuit et lui offrir ses services. Il avait laissé son ami le Canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie. Je laissai le brave garçon babiller à sa fantaisie, sans trop lui répondre. J'étais préoccupé de l'absence du capitaine Nemo pendant notre séance de la veille, et j'espérais le revoir aujourd'hui. Bientôt, j'eus revêtu mes vêtements de bisus. Leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de Conseil. Je lui appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent aux rochers les jambonneaux, sorte de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée. Autrefois, on en faisait de belles étoffes, des bas, des gants, car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds. L'équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte, sans rien demander ni aux cotonniers, ni aux moutons, ni aux vers à soie de la terre. Lorsque je fus habillé, je me rendis au grand salon. Il était désert. Je me plongeai dans l'étude de ces trésors de conchiliologie entassés sous les vitrines. Je fouillai aussi de vastes herbiers, emplis de plantes marines les plus rares, et qui, quoique desséchées, conservaient leur admirable couleur. Parmi ces précieuses hydrophytes, je remarquai des cladostèphes verticillés, des padinepans, des caulerpes à feuilles de vigne, des calitames granifères, de délicates céramies à teintes écarlates, des agares disposées en éventail, des acétabules semblables à des chapeaux de champignons très déprimés, et qui furent longtemps classés parmi les zoophytes, enfin toute une série de varechs. La journée entière se passa sans que je fusse honoré de la visite du capitaine Nemo. Les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas. Peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses. La direction du Nautilus se maintint à l'est-nord-est, sa vitesse à 12 000, sa profondeur entre 50 et 60 mètres. Le lendemain, 10 novembre, même abandon, même solitude. Je ne vis personne de l'équipage. Ned et Conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi. Ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine. Cet homme singulier était-il malade? Voulait-il modifier ses projets à notre égard? Après tout, suivant la remarque de Conseil, nous jouissions d'une entière liberté. Nous étions délicatement et abondamment nourris. Notre hôte se tenait dans les termes de son traité. Nous ne pouvions nous plaindre. Et d'ailleurs, la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser. Ce jour-là, je commençai le journal de ces aventures,
ce qui m'a permis de les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude. Et détail curieux, je l'écrivis sur un papier fabriqué avec la zoster marine. Le 11 novembre, de grand matin, l'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan, afin de renouveler les provisions d'oxygène. Je me dirigeais vers l'escalier central et je montais sur la plate-forme. Il était 6 heures. Je trouvais le temps couvert, la mer grise, mais calme. À peine de houle, le capitaine Nemo que j'espérais rencontrer là viendrait-il? Je n'aperçus que le timonier, emprisonné dans sa cage de verre. Assis sur la saillie produite par la coque du canot, j'aspirais avec délice les émanations salines. Peu à peu, la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires. L'astre radieux débordait de l'horizon oriental. La mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre. Les nuages, éparpillés dans les hauteurs, se colorèrent de tons vifs, admirablement nuancés, et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée. Mais que faisait le vent à ce Nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer? J'admirais donc ce joyeux lever de soleil si gai, si vivifiant, lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plate-forme. Je me préparai à saluer le capitaine Nemo, mais ce fut son second, que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine, qui apparut. Il s'avança sur la plate-forme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Sa puissante lunette aux yeux, il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême. Puis, cet examen fait, il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes. Je l'ai retenue, car chaque matin, elle se reproduisit dans des conditions identiques. Elle était ainsi conçue. Nautron respoc lorni virch. Ce qu'elle signifiait, je ne saurais le dire. Ces mots prononcés, le second redescendit. Je pensais que le Nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine. Je regagnai donc le panneau, et par les coursives, je revins à ma chambre. 5 jours s'écoulèrent ainsi, sans que la situation se modifiât. Chaque matin, je montais sur la plate-forme. La même phrase était prononcée par le même individu. Le capitaine Nemo ne paraissait pas. J'avais pris mon parti de ne plus le voir, quand, le 16 novembre, rentré dans ma chambre avec Ned et Conseil, je trouvai sur la table un billet à mon adresse. Je l'ouvris d'une main impatiente. Il était écrit d'une écriture franche et nette, mais un peu gothique et qui rappelait les types allemands. Ce billet était libellé en ces termes. Monsieur le professeur Aronnax, à bord du Nautilus. 16 novembre 1867. Le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronnax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans ces forêts de l'île Crespo. Il espère que rien n'empêchera monsieur le professeur d'y assister, et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui. Le commandant du Nautilus, capitaine Nemo. Une chasse? S'écria Ned. Et dans ces forêts de l'île Crespo? Ajouta Conseil. Mais il va donc à terre, ce particulier-là, reprit Ned Land. Cela me paraît clairement indiqué, dis-je en relisant la lettre. Eh bien, il faut accepter, répliqua le Canadien. Une fois sur la terre ferme, nous aviserons à prendre un parti. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques morceaux de venaison fraîche. Sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine Nemo pour les continents et les îles, et son invitation de chasser en forêt, je me contentai de répondre. Voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo. Je consultai le planisphère, et, par 32° 40' de latitude nord et 167° 50' de longitude ouest, je trouvai un îlot qui fut reconnu en 1801 par le capitaine Crespo, et que les anciennes cartes espagnoles nommaient Roca de la Plata, c'est-à-dire roche d'argent. Nous étions donc à 1800 milles environ de notre point de départ, et la direction un peu modifiée du Nautilus le ramenait vers le sud-ouest. Je montrai à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord. Si le capitaine Nemo va quelquefois à terre, leur dis-je, il choisit du moins des îles absolument désertes. Ned Land hocha la tête sans répondre. Puis Conseil et lui me quittèrent. Après un souper qui me fut servi par le steward muet et impassible, je m'endormis, non sans quelque préoccupation. Le lendemain, 17 novembre, à mon réveil, je sentis que le Nautilus était absolument immobile. Je m'habillai lestement, et j'entrai dans le grand salon. Le capitaine Nemo était là. Il m'attendait, se leva, salua, et me demanda s'il me convenait de l'accompagner. Comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces 8 jours, je m'abstins de lui en parler, et je répondis simplement que mes compagnons et moi, nous étions prêts à le suivre.
Seulement, monsieur, ajoutai-je, je me permettrai de vous adresser une question. Adressez, monsieur Aronnax, et si je puis y répondre, j'y répondrai. Eh bien, capitaine, comment se fait-il que vous, qui avez rompu toute relation avec la terre, vous possédiez des forêts dans l'île Crespo? Monsieur le professeur, me répondit le capitaine, les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière, ni sa chaleur, ni les lions, ni les tigres, ni les panthères, ni aucun quadrupède ne les fréquente. Elles ne sont connues que de moi seul. Elles ne poussent que pour moi seul. Ce ne sont point des forêts terrestres, mais bien des forêts sous-marines. Des forêts sous-marines? M'écriai-je. Oui, monsieur le professeur. Et vous m'offrez de m'y conduire? Précisément, à pied, et même à pied sec. En chassant? En chassant. Le fusil à la main? Le fusil à la main. Je regardais le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne. Décidément, il a le cerveau malade, pensai-je. Il a eu un accès qui a duré 8 jours, et même qui dure encore. C'est dommage, je l'aimais mieux étrange que fou. Cette pensée se lisait clairement sur mon visage. Mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre, et je le suivis en homme résigné à tout. Nous arrivâmes dans la salle à manger, où le déjeuner se trouvait servi. « Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon. Nous causerons en mangeant. Mais si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant. Déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard. » Je fis honneur au repas. Il se composait de divers poissons et de tranches d'holoturies, excellents zoophytes, relevés d'algues très apéritives, telles que la Porphyria laciniata et la Laurentia prima fetida. La boisson se composait d'eau limpide à laquelle, à l'exemple du capitaine, j'ajoutais quelques gouttes d'une liqueur fermentée, extraite suivant la mode kamtchatkienne, de l'algue connue sous le nom de Rhodoménie palmée. Le capitaine Nemo mangea, d'abord, sans prononcer une seule parole. Puis, il me dit « Monsieur le professeur, quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de Crespo, vous m'avez cru en contradiction avec moi-même. Quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines, vous m'avez cru fou. Monsieur le professeur, il ne faut jamais juger les hommes à la légère. Mais, capitaine, croyez que... Veuillez m'écouter, et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction. Je vous écoute. Monsieur le professeur, vous le savez aussi bien que moi, l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable. Dans les travaux sous-marins, l'ouvrier revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement. C'est l'appareil des scaphandres, dis-je. En effet, mais dans ces conditions, l'homme n'est pas libre. Il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc, véritable chaîne qui le rive à la terre. Et si nous devions être ainsi retenus au Nautilus, nous ne pourrions aller loin. Et le moyen d'être libre, demandai-je, c'est d'employer l'appareil Rouquayrol de Nérouze, imaginé par 2 de vos compatriotes, mais que j'ai perfectionné pour mon usage et qui vous permettra de vous risquer dans ces nouvelles conditions physiologiques, sans que vos organes en souffrent aucunement. Il se compose d'un réservoir en tôle épaisse, dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères. Ce réservoir se fixe sur le dos au moyen de bretelles, comme un sac de soldat. Sa partie supérieure forme une boîte d'où l'air, maintenu par un mécanisme à soufflet, ne peut s'échapper qu'à sa tension normale. Dans l'appareil Rouquayrol, tel qu'il est employé, 2 tuyaux en caoutchouc, partant de cette boîte, viennent aboutir à une sorte de pavillon qui emprisonne le nez et la bouche de l'opérateur. L'un sert à l'introduction de l'air inspiré, l'autre à l'issue de l'air expiré. Et la langue ferme celui-ci ou celui-là, suivant les besoins de la respiration. Mais moi, qui affronte des pressions considérables au fond des mers, j'ai dû enfermer ma tête, comme celle des scaphandres, dans une sphère de cuivre, et c'est à cette sphère qu'aboutissent les 2 tuyaux inspirateurs et expirateurs. Parfaitement, capitaine Nemo, mais l'air que vous emportez doit s'user vite, et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène, il devient irrespirable. Sans doute, mais je vous l'ai dit, monsieur Aronnax, les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable, et dans ces conditions, le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures. Je n'ai plus d'objection à faire, répondis-je. Je vous demanderai seulement, capitaine, comment vous pouvez éclairer votre route au fond de l'océan avec l'appareil Ruhmkorff, monsieur Aronnax. Si le premier se porte sur le dos, le second s'attache à la ceinture. Il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité, non avec du bichromate de potassium, mais avec du sodium. Une bobine d'induction recueille l'électricité produite,
et la dirige vers une lampe d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre qui contient seulement un résidu de gaz carbonique. Quand l'appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en donnant une lumière blanchâtre et continue. Ainsi pourvu, je respire et je vois. Capitaine Nemo, à toutes mes objections vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter. Cependant, si je suis bien forcé d'admettre les appareils Rouquayrol et Ruhmkorff, je demande à faire des réserves pour le fusil dont vous voulez m'armer. Mais ce n'est point un fusil à poudre, répondit le capitaine. C'est donc un fusil à vent? Sans doute. Comment voulez-vous que je fabrique de la poudre à mon bord, n'ayant ni salpêtre, ni soufre, ni charbon? D'ailleurs, dis-je, pour tirer sous l'eau dans un milieu 855 fois plus dense que l'air, il faudrait vaincre une résistance considérable. Ce ne serait pas une raison. Il existe certains canons, perfectionnés après Fulton par les Anglais Philip Cole et Burley, par le Français Furcy, par l'Italien Landi, qui sont munis d'un système particulier de fermeture et qui peuvent tirer dans ces conditions. Mais je vous le répète, n'ayant pas de poudre, je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du Nautilus me fournissent abondamment. Mais cet air doit rapidement s'user. Eh bien, n'ai-je pas mon réservoir Rouquayrol qui peut au besoin m'en fournir? Il suffit pour cela d'un robinet ad hoc. D'ailleurs, monsieur Aronnax, vous verrez par vous-même que pendant ces chasses sous-marines, on ne fait pas grande dépense d'air ni de balles. Cependant, il me semble que dans cette demi-obscurité, et au milieu de ce liquide très dense par rapport à l'atmosphère, les coups ne peuvent porter loin et sont difficilement mortels. Monsieur, avec ce fusil, tous les coups sont mortels, au contraire. Et dès qu'un animal est touché, si légèrement que ce soit, il tombe foudroyé. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance, mais de petites capsules de verre, inventées par le chimiste autrichien Leni Breuck, et dont j'ai un approvisionnement considérable. Ces capsules de verre recouvertes d'une armature d'acier et alourdies par un culot de plomb sont de véritables petites bouteilles de lead, dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute tension. Au plus léger choc, elle se décharge, et l'animal, si puissant qu'il soit, tombe mort. J'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4, et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10. Je ne discute plus, répondis-je en me levant de table, et je n'ai plus qu'à prendre mon fusil. D'ailleurs, où vous irez, j'irai. Le capitaine Nemo me conduisit vers l'arrière du Nautilus, et en passant devant la cabine de Ned et de Conseil, j'appelai mes deux compagnons, qui nous suivirent aussitôt. Puis nous arrivâmes à une cellule située en abord, près de la chambre des machines, et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade. Fin du chapitre 15 de la première partie, enregistré par Nathalie Mussard. Première partie, chapitre 16 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou bien même pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Michael Cadillac. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 16. Promenade en plaine. Cette cellule était, à proprement parler, l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine d'appareils de scaphandres, suspendus à la paroi, attendaient les promeneurs. Ned Land, en les voyant, manifesta une répugnance évidente à s'en revêtir. « Mais, mon brave Ned, lui dis-je, les forêts de l'île de Crespo ne sont que des forêts sous-marines. »« Bon, fit le harponneur désappointé, qui voyait s'évanouir ses rêves de viande fraîche. Et vous, monsieur Aronnax, vous allez vous introduire dans ces habits-là? Il le faut bien, maître Ned. Libre à vous, monsieur, répondit le harponneur, haussant les épaules. Mais quant à moi, à moins qu'on ne m'y force, je n'entrerai jamais là-dedans. On ne vous forcera pas, maître Ned, dit le capitaine Nemo. Et Conseil va se risquer? Demanda Ned. Je suis monsieur partout où va monsieur, répondit Conseil. Sur un appel du capitaine, deux hommes de l'équipage vinrent nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables, faits en caoutchouc sans couture et préparés de manière à supporter des pressions considérables. On eût dit une armure à la fois souple et résistante. Ces vêtements formaient pantalon et veste. Le pantalon se terminait par d'épaisses chaussures garnies de lourdes semelles de plomb.
Le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine, la défendaient contre la poussée des os et laissaient les poumons fonctionner librement. Ses manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main. Il y avait loin, on le voit, de ces scaphandres perfectionnés aux vêtements informes, tels que les cuirasses de liège, les soubresvestes, les habits de mer, les coffres, etc., qui furent inventés et prônés dans le XVIIIe siècle. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, sorte d'Hercule qui devait être d'une force prodigieuse, Conseil et moi, nous eûmes bientôt revêtu ces habits de scaphandre. Il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique. Mais avant de procéder à cette opération, je demandai au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés. L'un des hommes du Nautilus me présenta un fusil simple dont la crosse faite en tôle d'acier et creuse à l'intérieur était d'assez grande dimension. Elle servait de réservoir à l'air comprimé qu'une soupape, manœuvrée par une gâchette, laissait échapper dans le tube de métal. Une boîte à projectiles, évidée dans l'épaisseur de la crosse, renfermait une vingtaine de balles électriques, qui, au moyen d'un ressort, se plaçaient automatiquement dans le canon du fusil. Dès qu'un coup était tiré, l'autre était prêt à partir. « Capitaine Nemo, dis-je, cette arme est parfaite et d'un maniement facile. Je ne demande plus qu'à l'essayer. Mais comment allons-nous gagner le fond de la mer ? En ce moment, monsieur le professeur, le Nautilus est échoué par 10 mètres d'eau, et nous n'avons plus qu'à partir. Mais comment sortirons-nous ? Vous l'allez voir. Le capitaine Nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique. Conseil et moi, nous en fîmes autant, non sans avoir entendu le Canadien nous lancer un « bonne chasse » ironique. Le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé, sur lequel se vissait ce casque de métal. 3 trous, protégés par des verres épais, permettaient de voir, suivant toutes les directions, rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère. Dès qu'elle fut en place, les appareils Rouquayrol placés sur notre dos commencèrent à fonctionner et, pour mon compte, je respirai à l'aise. La lampe Ruhmkorff suspendue à ma ceinture, le fusil à la main, j'étais prêt à partir. Mais pour être franc, emprisonné dans ces lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb, il m'eût été impossible de faire un pas. Mais ce cas était prévu, car je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire. Mes compagnons, également remorqués, me suivaient. J'entendis une porte, munie d'obturateurs, se refermer sur nous, et une profonde obscurité nous enveloppa. Après quelques minutes, un vif sifflement parvint à mon oreille. Je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine. Évidemment, de l'intérieur du bateau, on avait, par un robinet, donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait et dont cette chambre fut bientôt remplie. Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors. Un demi-jour nous éclaira. Un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux ? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ? Le capitaine Nemo marchait en avant, et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière. Conseil et moi, nous restions l'un près de l'autre, comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques. Je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements, de mes chaussures, de mon réservoir d'air, ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête ballottait comme une amande dans sa coquille. Tous ces objets, plongés dans l'eau, perdaient une partie de leur poids égale à celui du liquide déplacé. Et je me trouvais très bien de cette loi physique reconnue par Archimède. Je n'étais plus une masse inerte, et j'avais une liberté de mouvement relativement grande. La lumière,
qui éclairait le sol jusqu'à 30 pieds au-dessous de la surface de l'océan, m'étonna par sa puissance. Les rayons solaires traversaient aisément cette masse aqueuse et en dissipaient la coloration. Je distinguai nettement les objets à une distance de 100 mètres. Au-delà, les fonds se nuançaient des fines dégradations de l'outre-mer, puis ils bleuissaient dans les lointains et s'effaçaient au milieu d'une vague obscurité. Véritablement, cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air, plus dense que l'atmosphère terrestre, mais presque aussi diaphane. Au-dessus de moi, j'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de 30 pieds, j'y voyais comme en plein jour? Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillages. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu, mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur terre ces nappes blanchâtres si vivement accusées. Là, la poussière, dont l'air est saturé, leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux. Mais sur mer, comme sous mer, ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté. Cependant, nous allions toujours, et la vaste plaine de sable semblait être sans bornes. J'écartai de la main les rideaux liquides qui se refermaient derrière moi, et la trace de mes pas s'effaçait soudain sous la pression de l'eau. Bientôt, quelques formes d'objets, à peine estompées dans l'éloignement, se dessinèrent à mes yeux. Je reconnus de magnifiques premiers plans de rochers, tapissés de zoophytes du plus bel échantillon, et je fus tout d'abord frappé d'un effet spécial à ce milieu. Il était alors 10 heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique, et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Que ne pouvais-je communiquer à Conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivaliser avec lui d'interjections admiratives? Que ne savais-je, comme le capitaine Nemo et son compagnon, échanger mes pensées au moyen de signes convenus? Aussi, faute de mieux, je me parlais à moi-même. Je criais dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête, dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait. Devant ce splendide spectacle, Conseil s'était arrêté comme moi. Évidemment, le digne garçon, en présence de ces échantillons de zoophytes et de mollusques, classait toujours. Polypes et échinodermes abondaient sur le sol. Les isis variés, les cornulaires qui vivent isolément, des touffes d'oculines vierges, désignées autrefois sous le nom de corail blanc, les fongies hérissés en forme de champignons, les anémones adhérents par leurs disques musculaires, figuraient un parterre de fleurs émaillées de porpites parées de leurs colorettes de tentacules azurés, d'étoiles de mer qui constellaient le sable, et d'astérophytons verruqueux, fines dentelles brodées par la main des naïades, dont les festons se balançaient aux faibles ondulations provoquées par notre marche. C'était un véritable chagrin pour moi d'écraser sous mes pas les brillants spécimens de mollusques qui jonchaient le sol par milliers, les peignes concentriques, les marteaux, les donasses, véritables coquilles bondissantes, les troques, les casques rouges, les strombes ailes d'ange, les aphysies et tant d'autres produits de cet inépuisable océan. Mais il fallait marcher, et nous allions en avant, pendant que voguaient au-dessus de nos têtes des troupes de physalie, laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne,
des méduses dont l'ombrelle opaline ou rose tendre, festonnée d'un liston d'azur, nous abritaient des rayons solaires, et des pélagipanopyres qui, dans l'obscurité, eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo qui me rappelait d'un geste. Bientôt, la nature du sol se modifia. À la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse que les Américains nomment oase, uniquement composée de coquilles siliceuses ou calcaires. Puis nous parcourûmes une prairie d'algues, plantes pélagiennes que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fougeuse. Ces pelouses à tissu serré, douces aux pieds, eussent rivalisé avec les plus moelleux tapis tissés par la main des hommes. Mais en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas, elle n'abandonnait pas nos têtes. Un léger berceau de plantes marines, classé dans cette exubérante famille des algues, dont on connaît plus de 2000 espèces, se croisait à la surface des eaux. Je voyais flotter de longs rubans de fucus, les uns globuleux, les autres tubulés, des laurencies, des cladostèphes au feuillage si délié, des rhodimènes palmés semblables à des éventails de cactus. J'observai que les plantes vertes se maintenaient plus près de la surface de la mer, tandis que les rouges occupaient une profondeur moyenne, laissant aux hydrophytes noires ou brunes le soin de former les jardins et les parterres des couches reculées de l'océan. Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe, car de même qu'on a compté 40 000 de ces imperceptibles plantules, dans un espace de 5 mm², de même on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait 500 mètres. Nous avions quitté le Nautilus depuis 1h30 environ. Il était près de midi. Je m'en aperçus à la perpendicularité des rayons solaires qui ne se réfractaient plus. La magie des couleurs disparut peu à peu, et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament. Nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol avec une intensité étonnante. Les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur la terre. En effet, l'eau est, pour le son, un meilleur véhicule que l'air, et il s'y propage avec une rapidité quadruple. En ce moment, le sol s'abaissa par une pente prononcée. La lumière prit une teinte uniforme. Nous atteignîmes une profondeur de 100 mètres, subissant alors une pression de 10 atmosphères. Mais mon vêtement de scaphandre était établi dans des conditions telles que je ne souffrais aucunement de cette pression. Je sentais seulement une certaine gêne aux articulations des doigts, et encore ce malaise ne tarda-t-il pas à disparaître. Quant à la fatigue que devait amener cette promenade de 2 heures sous un harnachement dont j'avais si peu l'habitude, elle était nulle. Mes mouvements, aidés par l'eau, se produisaient avec une surprenante facilité. Arrivé à cette profondeur de 300 pieds, je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. À leur éclat intense avait succédé un crépuscule rougeâtre, moyen terme entre le jour et la nuit. Cependant, nous voyions suffisamment à nous conduire, et il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils Ruhmkorff en activité. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Il attendit que je l'eusse rejoint, et du doigt, il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre à une petite distance. « C'est la forêt de l'île Crespo, pensai-je, et je ne me trompais pas. » Fin du chapitre 16 de la première partie. Première partie, chapitre 17 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 17. Une forêt sous-marine. Nous étions enfin arrivés à la lisière de cette forêt, sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine Nemo. Il la considérait comme étant sienne, et s'attribuait sur elle les mêmes droits qu'avaient les premiers hommes au premier jour du monde. D'ailleurs, qui lui eût disputé la possession de cette propriété sous-marine? Quel autre pionnier, plus hardi, serait venu, la hache à la main, en défricher les sombres taillis?
Cette forêt se composait de grandes plantes arborescentes, et dès que nous eûmes pénétré sous ces vastes arceaux, mes regards furent tout d'abord frappés d'une singulière disposition de leur ramure, disposition que je n'avais encore jamais observée jusqu'alors. Aucune des herbes qui tapissaient le sol, aucune des branches qui hérissaient les arbrisseaux ne rampait, ni ne se courbait, ni ne s'étendait dans un plan horizontal. Toutes montaient vers la surface de l'océan. Pas de filaments, pas de rubans, si minces qu'ils fussent, qui ne se tinssent droits comme des tiges de fer. Les fucus et les lianes se développaient suivant une ligne rigide et perpendiculaire, commandée par la densité de l'élément qui les avait produits. Immobiles d'ailleurs, lorsque je les écartais de la main, ces plantes reprenaient aussitôt leur position première. C'était ici le règne de la verticalité. Bientôt je m'habituai à cette disposition bizarre, ainsi qu'à l'obscurité relative qui nous enveloppait. Le sol de la forêt était semé de blocs aigus, difficiles à éviter. La flore sous-marine m'y parut être assez complète, plus riche même qu'elle ne l'eût été sous les zones arctiques ou tropicales, où ces produits sont moins nombreux. Mais, pendant quelques minutes, je confondis involontairement les règnes entre eux, prenant des zoophytes pour des hydrophytes, des animaux pour des plantes. Et qui ne s'y fut pas trompé? La faune et la flore se touchent de si près dans ce monde sous-marin. J'observai que toutes ces productions du règne végétal ne tenaient au sol que par un empattement superficiel. Dépourvues de racines, indifférentes au corps solide, sable, coquillage, test ou galets, qui les supportent, elles ne lui demandent qu'un point d'appui, non la vitalité. Ces plantes ne procèdent que d'elles-mêmes, et le principe de leur existence est dans cette eau qui les soutient, qui les nourrit. La plupart, au lieu de feuilles, poussaient des lamelles de forme capricieuse, circonscrites dans une gamme restreinte de couleurs, qui ne comprenait que le rose, le carmin, le vert, l'olivâtre, le fauve et le brun. Je revis là, mais non plus desséchés comme les échantillons du Nautilus, des padines pans, déployés en éventail qui semblaient solliciter la brise, des céramies écarlates, des laminaires allongeant leurs jeunes pousses comestibles, des néréocystées, filiformes et fluctueuses, qui s'épanouissaient à une hauteur de 15 mètres, des bouquets d'acétabules, dont les tiges grandissent par le sommet, et nombre d'autres plantes pélagiennes toutes dépourvues de fleurs. Curieuse anomalie, bizarre élément, a dit un spirituel naturaliste, où le règne animal fleurit et où le règne végétal ne fleurit pas. Entre ces divers arbrisseaux, grands comme les arbres des zones tempérées, et sous leur ombre humide, se massaient de véritables buissons à fleurs vivantes, des haies de zoophytes sur lesquelles s'épanouissaient des méandrines zébrées de sillons tortueux, des cariophyles jaunâtres à tentacules diaphanes, des touffes gazonnantes de zoanthères, et pour compléter l'illusion, les poissons-mouches volaient de branche en branche comme un essaim de colibris, tandis que de jaunes lépisacanthes, à la mâchoire hérissée, aux écailles aiguës, des dactyloptères et des monocentres se levaient sous nos pas, semblables à une troupe de bécassines. Vers 1 heure, le capitaine Nemo donna le signal de la halte. J'en fus assez satisfait pour mon compte, et nous nous étendîmes sous un berceau d'alariers, dont les longues lanières amincies se dressaient comme des flèches. Cet instant de repos me parut délicieux. Il ne nous manquait que le charme de la conversation. Mais impossible de parler, impossible de répondre. J'approchai seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de Conseil. Je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement, et en signe de satisfaction, il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde. Après 4 heures de cette promenade, je fus très étonné de ne pas ressentir un violent besoin de manger. À quoi tenait cette disposition de l'estomac? Je ne saurais le dire. Mais en revanche, j'éprouvai une insurmontable envie de dormir, ainsi qu'il arrive à tous les plongeurs. Aussi, mes yeux se fermèrent-ils bientôt derrière leur épaisse vitre, et je tombai dans une invincible somnolence, que le mouvement de la marche avait seul pu combattre jusqu'alors. Le capitaine Nemo et son robuste compagnon, étendus dans ce limpide cristal, nous donnaient l'exemple du sommeil. Combien de temps restai-je ainsi plongé dans cet assoupissement? Je ne pus l'évaluer, mais lorsque je me réveillai, il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon. Le capitaine Nemo s'était déjà relevé, et je commençais à me détirer les membres quand une apparition inattendue me remit brusquement sur les pieds. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'1 mètre, me regardait de ses yeux louches, prête à s'élancer sur moi. Quoique mon habit de scaphandre fût assez épais pour me défendre contre les morsures de cet animal, je ne pus retenir un mouvement d'horreur. Conseil et le matelot du Nautilus s'éveillèrent en ce moment. Le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé, qu'un coup de crosse abattit aussitôt, et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles.
Cette rencontre me fit penser que d'autres animaux, plus redoutables, devaient hanter ces fonds obscurs, et que mon scaphandre ne me protégerait pas contre leurs attaques. Je n'y avais pas songé jusqu'alors, et je résolus de me tenir sur mes gardes. Je supposais, d'ailleurs, que cette halte marquait le terme de notre promenade. Mais je me trompais, et au lieu de retourner au Nautilus, le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion. Le sol se déprimait toujours, et sa pente, s'accusant davantage, nous conduisit à de plus grandes profondeurs. Il devait être à peu près 3 heures quand nous atteignîmes une étroite vallée, creusée entre deux hautes parois à pic et située par 150 mètres de fond. Grâce à la perfection de nos appareils, nous dépassions ainsi de 90 mètres la limite que la nature semblait avoir imposée jusqu'ici aux excursions sous-marines de l'homme. Je dis 150 mètres, bien qu'aucun instrument ne me permît d'évaluer cette distance, mais je savais que, même dans les mers les plus limpides, les rayons solaires ne pouvaient pénétrer plus avant. Or précisément, l'obscurité devint profonde. Aucun objet n'était visible à 10 pas. Je marchais donc en tâtonnant, quand je vis briller subitement une lumière blanche assez vive. Le capitaine Nemo venait de mettre son appareil électrique en activité. Son compagnon l'imita. Conseil et moi suivîmes leur exemple. J'établis en tournant une vis la communication entre la bobine et le serpentin de verre, et la mer, éclairée par nos 4 lanternes, s'illumina dans un rayon de 25 mètres. Le capitaine Nemo continua de s'enfoncer dans les obscures profondeurs de la forêt, dont les arbrisseaux se raréfiaient de plus en plus. J'observai que la vie végétale disparaissait plus vite que la vie animale. Les plantes pélagiennes abandonnaient déjà le sol devenu aride, qu'un nombre prodigieux d'animaux, zoophytes, articulés, mollusques et poissons y pullulaient encore. Tout en marchant, je pensais que la lumière de nos appareils Ruhmkorff devait nécessairement attirer quelques habitants de ces sombres couches, mais s'ils nous approchèrent, ils se tinrent du moins à une distance regrettable pour des chasseurs. Plusieurs fois je vis le capitaine Nemo s'arrêter et mettre son fusil en joue. Puis, après quelques instants d'observation, il se relevait et reprenait sa marche. Enfin, vers 4 heures environ, cette merveilleuse excursion s'acheva. Un mur de rochers superbes et d'une masse imposante se dressa devant nous. Entassement de blocs gigantesques, énormes falaises de granit, creusées de grottes obscures, mais qui ne présentaient aucune rampe praticable. C'étaient les Açores de l'île de Crespo. C'était la terre. Le capitaine Nemo s'arrêta soudain. Un geste de lui nous fit faire halte. Et, si désireux que je fusse de franchir cette muraille, je dus m'arrêter. Ici finissaient les domaines du capitaine Nemo. Il ne voulait pas les dépasser. Au-delà, c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied. Le retour commença. Le capitaine Nemo avait pris la tête de sa petite troupe, se dirigeant toujours sans hésiter. Je crus voir que nous ne suivions pas le même chemin pour revenir au Nautilus. Cette nouvelle route, très raide et par conséquent très pénible, nous rapprocha rapidement de la surface de la mer. Cependant, ce retour dans les couches supérieures ne fut pas tellement subit que la décompression se fit trop rapidement, ce qui aurait pu amener dans notre organisme des désordres graves et déterminer ces lésions internes si fatales aux plongeurs. Très promptement, la lumière reparut et grandit, et, le soleil déjà bas sur l'horizon, la réfraction borda de nouveau les divers objets d'un anneau spectral. À 10 mètres de profondeur, nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toute espèce, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, plus agiles aussi, mais aucun gibier aquatique, digne d'un coup de fusil, ne s'était encore offert à nos regards. En ce moment, je vis l'arme du capitaine, vivement épaulée, suivre entre les buissons un objet mobile. Le coup partit. J'entendis un faible sifflement, et un animal retomba foudroyé à quelques pas. C'était une magnifique loutre de mer, une énidre, le seul quadrupède qui soit exclusivement marin. Cette loutre, longue d'1,50 m, devait avoir un très grand prix. Sa peau, d'un brun marron en dessus et argentée en dessous, faisait une de ces admirables fourrures, si recherchées sur les marchés russes et chinois. La finesse et le lustre de son poil lui assuraient une valeur minimum de 2000 francs. J'admirais fort ce curieux mammifère à la tête arrondie et ornée d'oreilles courtes, aux yeux ronds, aux moustaches blanches et semblables à celles du chat, aux pieds palmés et onguiculés, à la queue touffue. Ce précieux carnassier, chassé et traqué par les pêcheurs, devient extrêmement rare, et il s'est principalement réfugié dans les portions boréales du Pacifique, où vraisemblablement son espèce ne tardera pas à s'éteindre. Le compagnon du capitaine Nemo vint prendre la bête, la chargea sur son épaule, et l'on se remit en route. Pendant 1 heure, une plaine de sable se déroula devant nos pas. Elle remontait souvent à moins de 2 mètres de la surface des eaux. Je voyais alors notre image nettement reflétée se dessiner en sens inverse, et au-dessus de nous apparaissait une troupe identique, reproduisant nos mouvements et nos gestes, de tous points semblables, en un mot, à cela près qu'elle marchait la tête en bas et les pieds en l'air.
Autre effet à noter, c'était le passage des nuages épais qui se formaient et s'évanouissaient rapidement. Mais en réfléchissant, je compris que ces prétendus nuages n'étaient dus qu'à l'épaisseur variable des longues lames de fond, et j'apercevais même les moutons écumeux que leurs crêtes brisées multipliaient sur les eaux. Il n'était pas jusqu'à l'ombre des grands oiseaux qui passaient sur nos têtes dont je ne surprisse le rapide effleurement à la surface de la mer. En cette occasion, je fus témoin de l'un des plus beaux coups de fusil qui ait jamais fait tressaillir les fibres d'un chasseur. Un grand oiseau, à large envergure, très nettement visible, s'approchait en planant. Le compagnon du capitaine Nemo le mit en joue et le tira lorsqu'il fut à quelques mètres seulement au-dessus des flots. L'animal tomba, foudroyé, et sa chute l'entraîna jusqu'à la portée de l'adroit chasseur qui s'en empara. C'était un albatros de la plus belle espèce, admirable spécimen des oiseaux pélagiens. Notre marche n'avait pas été interrompue par cet incident. Pendant 2 heures, nous suivîmes tantôt des plaines sableuses, tantôt des prairies de varech, fort pénibles à traverser. Franchement, je n'en pouvais plus, quand j'aperçus une vague lueur qui rompait à un demi-mille l'obscurité des eaux. C'était le fanal du Nautilus. Avant 20 minutes, nous devions être à bord, et là, je respirerais à l'aise, car il me semblait que mon réservoir ne fournissait plus qu'un air très pauvre en oxygène. Mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée. J'étais resté d'une vingtaine de pas en arrière lorsque je vis le capitaine Nemo revenir brusquement vers moi. De sa main vigoureuse, il me courba à terre, tandis que son compagnon en faisait autant de conseils. Tout d'abord, je ne sus trop que penser de cette brusque attaque, mais je me rassurai en observant que le capitaine se couchait près de moi et demeurait immobile. J'étais donc étendu sur le sol et précisément à l'abri d'un buisson de varech, quand, relevant la tête, j'aperçus d'énormes masses passer bruyamment en jetant des lueurs phosphorescentes. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais reconnu les formidables squales qui nous menaçaient. C'était un couple de tintorea, requins terribles, à la queue énorme, au regard terne et vitreux, qui distillent une matière phosphorescente par des trous percés autour de leur museau. Monstrueuses mouches à feu, qui broient un homme tout entier dans leurs mâchoires de fer. Je ne sais si Conseil s'occupait à les classer, mais pour mon compte, j'observais leur ventre argenté, leur gueule formidable, hérissée de dents, à un point de vue peu scientifique et plutôt en victime qu'en naturaliste. Très heureusement, ces voraces animaux y voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leurs nageoires brunâtres, et nous échappâmes, comme par miracle, à ce danger plus grand, à coup sûr, que la rencontre d'un tigre en pleine forêt. Une demi-heure après, guidés par la traînée électrique, nous atteignions le Nautilus. La porte extérieure était restée ouverte, et le capitaine Nemo la referma dès que nous fûmes rentrés dans la première cellule. Puis il pressa un bouton. J'entendis manœuvrer les pompes au-dedans du navire, je sentis l'eau baisser autour de moi, et en quelques instants, la cellule fut entièrement vidée. La porte intérieure s'ouvrit alors, et nous passâmes dans le vestiaire. Là, nos habits de scaphandre furent retirés, non sans peine, et, très harassé, tombant d'inanition et de sommeil, je regagnai ma chambre, tout émerveillé de cette surprenante excursion au fond des mers. Fin du chapitre 17 de la première partie. Première partie, chapitre 18, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 18, 4 000 lieues sous le Pacifique. Le lendemain matin, 18 novembre, j'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montais sur la plate-forme au moment où le second du Nautilus prononçait sa phrase quotidienne. Il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer, ou plutôt qu'elle signifiait « nous n'avons rien en vue ». Et en effet, l'océan était désert, pas une voile à l'horizon. Les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit. La mer, absorbant les couleurs du prisme, à l'exception des rayons bleus, réfléchissait ceux-ci dans toutes les directions et revêtait une admirable teinte d'indigo. Une moire, à larges raies, se dessinait régulièrement sur les flots onduleux. J'admirais ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques. Puis, son opération terminée, il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan. Cependant, une vingtaine de matelots du Nautilus,
tous gens vigoureux et bien constitués, étaient montés sur la plate-forme. Ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes, bien que le type européen fût indiqué chez tous. Je reconnus, à ne pas me tromper, des Irlandais, des Français, quelques Slaves, un Grec ou un Candiote. Du reste, ces hommes étaient sobres de parole, et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine. Aussi, je dus renoncer à les interroger. Les filets furent halés à bord. C'étaient des espèces de chaluts semblables à ceux des côtes normandes, vastes poches qu'une vergue flottante et une chaîne transfilée dans les mailles inférieures tiennent entr'ouvertes. Ces poches, ainsi traînées sur leurs gantiers de fer, balayaient le fond de l'océan et ramassaient tous ces produits sur leur passage. Ce jour-là, ils ramenèrent de curieux échantillons de ces parages poissonneux, des lophies, auxquels leurs mouvements comiques ont valu le qualificatif d'histrions, des commerçants noirs, munis de leurs antennes, des balistes ondulés, entourés de bandelettes rouges, des tétrodons croissants, dont le venin est extrêmement subtil, quelques lamproies olivâtres, des macrorhynques, couverts d'écailles argentées, des trichiures, dont la puissance électrique est égale à celle du gymnote et de la torpille, des notoptères écailleux à bandes brunes et transversales, des gades verdâtres, plusieurs variétés de gobies, etc. Enfin, quelques poissons de proportions plus vastes, un caranx à tête proéminente, long d'1 mètre, plusieurs beaux scombres bonites, chamarrés de couleur bleue et argentée, et 3 magnifiques thons que la rapidité de leur marche n'avait pu sauver du chalut. J'estimais que ce coup de filet rapporterait plus de 1000 livres de poissons. C'était une belle pêche, mais non surprenante. En effet, ces filets restent à la traîne pendant plusieurs heures et enserrent dans leur prison de fil tout un monde aquatique. Nous ne devions donc pas manquer de vivres d'une excellente qualité que la rapidité du Nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse. Ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau vers les cambuses, destinés les uns à être mangés frais, les autres à être conservés. La pêche finie, la provision d'air renouvelée, je pensai que le Nautilus allait reprendre son excursion sous-marine, et je me préparais à regagner ma chambre, quand, se tournant vers moi, le capitaine Nemo me dit sans autre préambule: « Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle? N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses? Hier, il s'est endormi, comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. Ni bonjour, ni bonsoir. N'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée? Regardez, reprit-il, il s'éveille sous les caresses du soleil. Il va revivre de son existence diurne. C'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme. Il possède un pouls, des artères, il a des spasmes, et je donne raison à ce savant Maury qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. Il est certain que le capitaine Nemo n'attendait de moi aucune réponse, et il me parut inutile de lui prodiguer les « évidemment »,« à coup sûr » et les « vous avez raison ». Il se parlait plutôt à lui-même, prenant de longs temps entre chaque phrase. C'était une méditation à voix haute. « Oui, dit-il, l'océan possède une circulation véritable, et pour la provoquer, il a suffi au Créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorique, le sel et les animalcules. Le calorique, en effet, crée des densités différentes qui amènent les courants et les contre-courants. L'évaporation, nulle aux régions hyperboréennes, très active dans les zones équatoriales, constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires. En outre, j'ai surpris ces courants de haut en bas et de bas en haut, qui forment la vraie respiration de l'océan. J'ai vu la molécule d'eau de mer échauffer à la surface, redescendre vers les profondeurs, atteindre son maximum de densité à 2 degrés au-dessous de zéro, puis, se refroidissant encore, devenir plus légère et remonter. Vous verrez, au pôle, les conséquences de ce phénomène, et vous comprendrez pourquoi, par cette loi de la prévoyante nature, la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux. Pendant que le capitaine Nemo achevait sa phrase, je me disais: le pôle? Est-ce que cet audacieux personnage prétend nous conduire jusque-là? Cependant, le capitaine s'était tu,
et regardait cet élément si complètement, si incessamment étudié par lui. Puis, reprenant, les sels, dit-il, sont en quantité considérable dans la mer, monsieur le professeur, et si vous enleviez tout ce qu'elle contient en dissolution, vous en feriez une masse de 4,5 millions de lieues cubes, qui, étalée sur le globe, formerait une couche de plus de 10 mètres de hauteur. Et ne croyez pas que la présence de ces sels ne soit due qu'à un caprice de la nature. Non, ils rendent les eaux marines moins évaporables, et empêchent les vents de leur enlever une trop grande quantité de vapeur, qui, en se résolvant, submergerait les zones tempérées. Rôle immense, rôle de pondérateur dans l'économie générale du globe. Le capitaine Nemo s'arrêta, se leva même, fit quelques pas sur la plate-forme et revint vers moi. Quant aux infusoires, reprit-il, quant à ces milliards d'animalcules qui existent par millions dans une gouttelette et dont il faut 800 000 pour peser 1 milligramme, leur rôle n'est pas moins important. Ils absorbent les sels marins, ils s'assimilent les éléments solides de l'eau, et, véritables faiseurs de continents calcaires, ils fabriquent des coraux et des madrépores. Et alors la goutte d'eau, privée de son aliment minéral, s'allège, remonte à la surface, y absorbe les sels abandonnés par l'évaporation, s'alourdit, redescend, et rapporte aux animalcules de nouveaux éléments à absorber. De là, un double courant ascendant et descendant, et toujours le mouvement, toujours la vie. La vie, plus intense que sur les continents, plus exubérante, plus infinie, s'épanouissant dans toutes les parties de cet océan, élément de mort pour l'homme, a-t-on dit, élément de vie pour des myriades d'animaux, et pour moi. Quand le capitaine Nemo parlait ainsi, il se transfigurait et provoquait en moi une extraordinaire émotion. Aussi, ajouta-t-il, là est la vraie existence, et je concevrais la fondation de villes nautiques, d'agglomérations de maisons sous-marines, qui, comme le Nautilus, reviendraient respirer chaque matin à la surface des mers, villes libres s'il en fut, cités indépendantes. Et encore, qui sait si quelque despote... Le capitaine Nemo acheva sa phrase par un geste violent, puis, s'adressant directement à moi, comme pour chasser une pensée funeste, « Monsieur Aronnax, me demanda-t-il, savez-vous quelle est la profondeur de l'océan ? » « Je sais, du moins, capitaine, ce que les principaux sondages nous ont appris. Pourriez-vous me les citer, afin que je les contrôle au besoin ? » « En voici quelques-uns, répondis-je, qui me reviennent à la mémoire. Si je ne me trompe, on a trouvé une profondeur moyenne de 8200 mètres dans l'Atlantique Nord et de 2500 mètres dans la Méditerranée. Les plus remarquables sondes ont été faites dans l'Atlantique Sud, près du 35e degré, et elles ont donné 12 000 mètres, 14 091 mètres et 15 149 mètres. En somme, on estime que si le fond de la mer était nivelé, sa profondeur moyenne serait de 7 kilomètres environ. « Bien, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, nous vous montrerons mieux que cela, je l'espère. Quant à la profondeur moyenne de cette partie du Pacifique, je vous apprendrai qu'elle est seulement de 4000 mètres. » Ceci dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et je regagnai le grand salon. L'hélice se mit aussitôt en mouvement et le loch accusa une vitesse de 20 milles à l'heure. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à de rares intervalles. Son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte, de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du Nautilus. Conseil et Land passaient de longues heures avec moi. Conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade, et le Canadien regrettait de ne nous avoir point accompagnés. Mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes. Presque chaque jour, pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient, et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. La direction générale du Nautilus était sud-est, et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur. Un jour, cependant, par je ne sais quel caprice, entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés, il atteignit les couches d'eau situées par 2000 mètres. Le thermomètre indiquait une température de 4,25 centigrades, température qui, sous cette profondeur, paraît être commune à toutes les latitudes. Le 26 novembre, à 3 heures du matin, le Nautilus franchit le tropique du Cancer par 172 degrés de longitude. Le 27, il passa en vue des Sandwich, où l'illustre Cook trouva la mort le 14 février 1779.
Nous avions alors fait 4860 lieues depuis notre point de départ. Le matin, lorsque j'arrivai sur la plate-forme, j'aperçus, à 2000 sous le vent, Hawaï, la plus considérable des 7 îles qui forment cet archipel. Je distinguai nettement sa lisière cultivée, les diverses chaînes de montagnes qui courent parallèlement à la côte, et ces volcans que domine le Munarea, élevé de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre autres échantillons de ces parages, les filets rapportèrent des flabellaires pavonnés, polypes comprimés de forme gracieuse, et qui sont particuliers à cette partie de l'océan. La direction du Nautilus se maintint au sud-est. Il coupa l'équateur, le 1er décembre, par 142 degrés de longitude, et le 4 du même mois, après une rapide traversée que ne signala aucun incident, nous eûmes connaissance du groupe des Marquises. J'aperçus à 3000, par 8,57 de latitude sud et 139,32 de longitude ouest, la pointe Martin de Houka-Hiva, la principale de ce groupe qui appartient à la France. Je vis seulement les montagnes boisées qui se dessinaient à l'horizon, car le capitaine Nemo n'aimait pas à rallier les terres. Là, les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons, des coryphènes aux nageoires azurées et à la queue d'or, dont la chair est sans rivale au monde, des hologymnoses à peu près dépourvus d'écailles, mais d'un goût exquis, des ostorhinques à mâchoire osseuse, des thasards jaunâtres qui valaient la bonite, tout poisson digne d'être classé à l'office du bord. Après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ 2000 milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars, curieux mollusques, très voisins de la seiche. Les pêcheurs français les désignent sous le nom d'encornets, et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des dibranchiaux, qui comprend avec eux les seiches et les argonautes. Ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'Antiquité, et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'agora, en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens, s'il en faut en croire Athénée, médecin grec qui vivait avant Galien. Ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre que le Nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes. On pouvait les compter par millions. Ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes, en suivant l'itinéraire des harengs et des sardines. Nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal, nageant à reculons avec une extrême rapidité, se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs, poursuivant les poissons et les mollusques, mangeant les petits, mangeant les gros, et agitant dans une confusion indescriptible les 10 pieds que la nature leur a implantés sur la tête, comme une chevelure de serpent pneumatique. Le Nautilus, malgré sa vitesse, navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux, et ses filets en ramenèrent une innombrable quantité, où je reconnus les 9 espèces que d'Orbigny a classées pour l'océan Pacifique. On le voit, pendant cette traversée, la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles. Elle les variait à l'infini. Elle changeait son décor et sa mise en scène pour le plaisir de nos yeux, et nous étions appelés non seulement à contempler les œuvres du Créateur au milieu de l'élément liquide, mais encore à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan. Pendant la journée du 11 décembre, j'étais occupé à lire dans le grand salon. Ned Land et Conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entr'ouverts. Le Nautilus était immobile. Ses réservoirs remplis, il se tenait à une profondeur de 1000 mètres, région peu habitée des océans, dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions. Je lisais en ce moment un livre charmant de Jean Massé, Les serviteurs de l'estomac, et j'en savourais les leçons ingénieuses, lorsque Conseil interrompit ma lecture. « Monsieur veut-il venir un instant ?» me dit-il d'une voix singulière. « Qu'y a-t-il donc, Conseil ?»« Que monsieur regarde. » Je me levai, j'allai m'accouder devant la vitre, et je regardais. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre, immobile, se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observai attentivement, cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque cétacé, mais une pensée traversa subitement mon esprit. « Un navire !» m'écriai-je. « Oui, » répondit le Canadien, « un bâtiment désemparé qui a coulé à pic. » Ned Land ne se trompait pas. Nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leurs cadènes. Sa coque paraissait être en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures. 3 tronçons de mât, rasés à 2 pieds au-dessus du pont, indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa mâture. Mais,
Couché sur le flanc, il s'était rempli, et il donnait encore la bande à bâbord. Triste spectacle que celui de cette carcasse perdue sous les flots, mais plus triste encore la vue de son pont où quelques cadavres, amarrés par des cordes, gisaient encore. J'en comptai quatre hommes, dont l'un se tenait debout au gouvernail, puis une femme, à demi sortie par la claire-voie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme était jeune, je pus reconnaître, vivement éclairée par les feux du Nautilus, ses traits que l'eau n'avait pas encore décomposés. Dans un suprême effort, elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant, pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère. L'attitude des quatre marins me parut effrayante, tordus qu'ils étaient dans des mouvements convulsifs, et faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui les liaient au navire. Seul, plus calme, la face nette et grave, ses cheveux grisonnants collés à son front, la main crispée à la roue du gouvernail, le timonier semblait encore conduire son trois-mâts naufragé à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène! Nous étions muets, le cœur palpitant, devant ce naufrage pris sur le fait et, pour ainsi dire, photographié à sa dernière minute. Et je voyais déjà s'avancer, l'œil en feu, d'énormes squales, attirés par cet appât de chair humaine. Cependant, le Nautilus, évoluant, tourna autour du navire submergé, et, un instant, je pus lire sur son tableau d'arrière « Florida, Sunderland ». Fin du chapitre 18 de la première partie.